Je passe maintenant la parole un peu plus tôt que prévu à Georges-Henri Fournier, qui sera obligé de partir un peu plus tôt que prévu en raison de son avion. Il va nous parler de robotique et d'assistance chirurgicale. Merci, Monsieur le Président. J'espère être un peu plus optimiste à travers cet exposé qui, lui, sera porté sur un sujet dont vous avez tous entendu parler, essayer de vous mettre quelques perspectives sur ce qui concerne l'avenir dans l'urologie de demain. Alors, je focaliserai un peu sur l'urologie, mais en fait, la robotique concerne toutes les spécialités chirurgicales ou presque. Et donc, ce qui est intéressant ici, c'est bien entendu, dans les objectifs de cette présentation, de vous parler des robots de demain pour la laparoscopie, c'est-à-dire quels seront ou quels sont les nouveaux robots, parce qu'ils sont déjà là en fait, puisqu'effectivement, ils ne sortent pas du chapeau, ils partent souvent d'une recherche et développement assez élaborée. On voit venir ces instruments, on en entend parler, on a ouï dire, et puis un jour, ils ont un marquage CE, puis un jour, on trouve quelqu'un qui vient vous dire, mais si vous voulez faire de la robotique en établissement, chers collègues, voilà, il y a à disposition des éléments, etc. Comment élargir les possibilités des robots de demain? Voilà, parce que derrière le robot, il y a des possibilités, effectivement, d'augmenter, d'améliorer la robotique. Et puis, la question des robots autonomes, puisque c'est, vous savez, ce qu'on pose toujours au coin de la rue, c'est-à-dire, et alors, est-ce que demain, on va être opéré par quelqu'un qui va faire une ablation de la prostate et vous serez en train de boire un café, sans commenter sur ceux qui boivent le café dans nos blocs opératoires. Bon. Alors, quel robot? L'anesthésiste. Non, je ne l'ai pas dit, Monsieur le Président. Quel robot? Voici ici quelques vignettes qui correspondent à la situation actuelle et qui est donc assez éloignée de la situation iconique du robot Da Vinci que vous voyez sur la gauche avec son développement sous forme de single port en dessous. Donc ça, c'est une réalité, ces robots sont disponibles. La plupart d'entre nous ne sont pas au courant parce que pour un certain nombre d'entre eux, ils ont eu des marquages pas plus tard que la semaine dernière. Le monde bouge assez vite dans ce domaine. On est dans le monde de l'industrie et avec ici, effectivement, des investissements importants et qui viennent de tous les pays du monde d'ailleurs et j'en dirai un petit mot. Si on prend évidemment le modèle qu'on peut de fait considérer comme référence, 180 robots Da Vinci installés en France. La France, troisième pays en termes de nombre de systèmes installés, répartition entre établissements publics, privés et 50-50, et la majorité des CHU ont déjà construit un programme. Au passage, ça va appeler quelque chose, ça, parce que tous ceux qui sortent des CHU ont eu de la robotique et ont appris de la robotique, parce que les quelques CHU valeureux qui continuent à dire « si tu dois t'installer, je vais t'apprendre à faire la prostatectomie à la laparoscopie manuelle alors que j'ai un magnifique robot là », j'ai quelques collègues qui sont comme ça, ils se deviennent très rares. La plupart disent, tu vas trouver un endroit où il y aura un robot, il y en aura de plus en plus, et donc tu feras la prostatectomie ou autre, ou une néphrectomie partielle, avec l'aide d'un robot. Donc ne te fatigue pas que le laparoscope, avoir mal au dos et avoir des épaules extrêmement abîmées avec le temps, à force d'avoir toujours les bras en l'air avec ton laparoscope. Donc au fond, ça pose un problème aussi, c'est que l'équipement sera obligatoire et que maintenant déjà, dans les critères de choix des jeunes qui sortent pour s'installer en privé, ou dans des hôpitaux non privés, eh bien, la première question, ou une des premières questions en neurologie, c'est « avez-vous un robot ?» Et si vous ne l'avez pas, il y a un petit risque de ne pas souscrire à ce recrutement. Alors, l'histoire de Da Vinci, ce n'est pas le sujet, puisqu'on va regarder vers l'avenir. Mais l'avenir, ça prend ses racines dans le passé. Et en fait, qu'est-ce qu'on sait de cette évolution des différents modèles de robotique? Au fond, dans cette salle, et ceux qui nous écoutent, sont d'une génération qui ont sans doute été peut-être incrédules à un moment. Je parle des débuts de cette robotique, car ce n'est pas seulement une machine qui a été mise au point, c'est un concept d'opérer à distance. Et force est de constater que 20 ans plus tard, c'est le standard, pour l'urologie tout au moins. Et donc, on est dans une situation où la chirurgie elle-même a changé de culture. Un point important, hein, c'est toujours l'objet de discussion, avec bien entendu des directeurs d'hôpitaux qui, à l'extrême, diront aux chirurgiens « dites donc, votre fauteuil est très cher. Être assis, opérer assis, c'est très cher. » Ce à quoi je me suis permis, comme chef de pôle, autrefois, de répondre au directeur « mais iriez-vous aux États-Unis dans un avion avec un pilote de ligne qui serait debout pendant tout le vol ?» Le confort, c'est la qualité du travail aussi, ça n'est pas un luxe. Mais on n'attend pas, bien entendu, ce n'est pas un siège doré. Il s'agit bien sûr de faire des interventions de grande qualité grâce à une vision améliorée et des outils spécialisés, vous connaissez tout ça.
Il reste à améliorer un certain nombre de choses. Donc, les robots de demain visent toujours à compenser ce qui est considéré par les utilisateurs comme une limite. Une console fermée, un peu fermée, on voit déjà les appareils, vous allez le voir, qui répondent à cela. La communication en équipe qui est réduite, c'est pareil, il faut des systèmes plus ouverts que quelqu'un qui est enfermé dans sa console. Le retour de force, c'est un sujet qui finalement est une réalité, on ne sent plus les choses, mais finalement on les voit assez bien et je ne crois pas avoir eu beaucoup de collègues qui, étant utilisateurs quotidiens de cette machine, s'en plaignent parce qu'ils ont compensé tout simplement, l'organisme humain est assez bien fait. Plusieurs incisions, c'est un problème et c'est la réponse par les single ports qui apparaissent, on va en parler. L'encombrement, la portabilité, c'est évident qu'on ne part pas le soir dans sa voiture pour l'emmener dans l'autre établissement où on veut opérer, et donc c'est plutôt les chirurgiens et les malades qui vont vers le robot que le robot qui va vers eux aujourd'hui. Et peut-être que demain, ce sera différent. Et puis enfin, le coût très élevé. Alors, ce coût, on peut considérer qu'il va sans doute diminuer, c'est pas sans doute, c'est une certitude, et parce que la concurrence arrive et parce que les brevets qui ont été déposés par la société intuitive, bien sûr, sont pour une partie passés dans le domaine public et donc sont utilisables par les autres. On va bien voir que du coup, il y a une certaine imitation du système DaVinci qui s'est mise en place dans la concurrence. Un petit mot sur le DaVinci SP, c'est donc pour dire l'évolution, puisqu'on se projette demain. Le DaVinci SP, c'est simplement un trocard de 28 mm qui est mis en paroi ombilicale ou dans l'ombilique et qui effectivement va faire passer tous les instruments par un seul orifice. L'idée est naturellement de dire que moins il y a de trous, moins il y a de douleur, moins il y a de gêne et peut-être plus facilement de la chirurgie, on va dire de la one day surgery comme on dit, ou en tout cas un peu l'équivalent de la RAC. Donc on est dans une situation où il y a une certaine logique à cela, au prix d'une certaine complexité, car vous voyez, vous avez 3 instruments et une caméra dans un trou qui fait 28 mm de large. Et donc, ce n'est pas si simple que ça. Et vous voyez, tout ça se déploie de façon très habile avec effectivement un système télescopique. C'est un peu comme des têtes de cobra. Et tout ça se fait finalement très bien. C'est très fiable. Et vous voyez, il y a une console exactement comme la console du multibras. Voilà d'autres photos. Vous voyez le port ici, c'est une espèce de port ombilical qui permet aussi de passer occasionnellement un aspirateur ou un autre instrument pour donner à l'assistant, sachant que la majorité des cas, le concept, c'est que quand on fait cette opération, on rajoute un port pour l'assistant à distance du port ombilical. Donc on n'est plus dans le monoport, on est dans un double port dès que l'intervention nécessite l'appui de l'aide. Quelles sont les singularités des utilisateurs ? L'utilisation d'un navigateur pour se repérer dans l'espace. Ce n'est pas si simple de travailler avec des instruments souples dans l'espace que vous pouvez orienter en fonction de vos mouvements. Et donc, vous avez des petits repères sur votre écran qui vont vous dire comment positionner la caméra par rapport aux instruments. Ça, c'est indispensable. C'est dont on n'a pas besoin dans le multibras avec des instruments fixes. Le trocard supplémentaire, on en a parlé. Pour l'aide, c'est plus agréable parce qu'il y a plus de place autour. Et on sait que c'est une des limites du multibras, c'est que l'aide, il ne sait pas où passer. Parce qu'effectivement, il y a les trocards qui sont là. Et puis, il y a un espace visuel qui est plus restreint. Et ce qui est considéré par les utilisateurs, je n'en suis pas un pour l'instant, puisqu'il n'est pas commercialisé en France, comme une limite. Et donc, le deuxième élément, c'est que ces instruments souples, quand vous avez un bras fixe, quand vous faites un porte-aiguille et que vous poussez l'aiguille, c'est fixe et vous avez de la force. Et que si vous faites ça avec un instrument souple, vous n'en avez pas ou moins. Et donc, ça peut poser un problème. Quelles sont les expériences cliniques ? Et où est-ce qu'on en est ? Eh bien, écoutez, ce n'est pas très ancien tout ça. Cleveland et Chicago sont les 2 centres aux États-Unis qui sont effectivement à la pointe de cela et qui ont fait les premières expériences cliniques. Et si vous voyez les premières publications, on est en 2019, c'est donc hier, qu'on a vu effectivement apparaître les premières prostatectomies, les premières cystectomies et autres néphrectomies partielles et totales. En gros, tout a été fait avec ce système, avec, selon les utilisateurs, à peu près les mêmes performances possibles que dans le multiport. Donc, on est dans une situation où, au stade où l'on est, et ce n'est pas dans l'usage de toutes les mains, mais là réservé à des centres experts, eh bien effectivement, on fait exactement ou presque la même chose que dans le multiport. Alors, quelles vont être les indications? Voilà la question. Eh bien, on ne sait pas aujourd'hui, puisqu'on fait la même chose. Donc, la différence doit se faire en principe sur des paramètres. Les paramètres, en général, bénéfice patient est au premier plan, c'est-à-dire est-ce que le fait d'un seul port par rapport à 2, 3, enfin pas par 2, par rapport à 5, trous, est-ce que c'est vraiment significativement mieux d'un point de vue clinique? Est-ce qu'on ne prend pas de risque, etc. On n'a pas la réponse et on ne peut pas exclure qu'il faille 2 systèmes. Donc, je n'en ai pas parlé encore au directeur du CHU de Brest, n'est-ce pas, ne voulant pas provoquer prématurément son passage aux soins intensifs, mais tout simplement, on peut pour l'instant se poser la question d'utilisation avec peut-être une console commune et 2 périphériques, c'est-à-dire soit un single port, soit un multibras, je ne sais pas. On ne peut pas répondre. Donc, ça va se passer, il va se passer, il est à disposition, il sera à disposition. Deuxième outil qui est en fonction, lui. Là, je vous parle des instruments en fonction. Robot pour la paroscopie DaVinci-like, on va dire, c'est le même principe, vous avez 4 bras,
Ça, c'est le robot Versius de chez CMR, entreprise britannique, qui a eu son marquage CE en mars 2019 et qui a conduit certains utilisateurs, dont Jean-Claude Coffinhal à l'hôpital de l'Argenteuil, un des premiers utilisateurs de cet appareil en France, et bien effectivement de tester cette machine qui est un peu différente parce que les bras ne sont pas portés par une seule console, mais ce sont 4 bras séparés, 3 ou 4 en fait, avec une console. Vous voyez, on est debout ou assis, c'est comme on veut. Et là, ce dont on parlait tout à l'heure, c'est un système ouvert. Vous regardez un écran avec des lunettes, vous êtes en 3D. Donc là, on est dans un système plus convivial, au sens où vous voyez ce qui se passe dans la salle, vous n'êtes pas enfermé dans votre console. Et puis, vous avez effectivement des instruments qui ont exactement la même qualité de degré de liberté, avec un robot qui est considéré comme plus facile à déplacer. Mais ça, c'est à Jean-Claude Coffinhal qu'il faudra poser la question. Voilà ce qu'on peut être de celui-là. Il est censé avoir des coûts moindres. Je passe les détails. Il se positionne aujourd'hui comme le robot alternatif européen, mais on va voir qu'effectivement, ça pourrait ne pas durer parce qu'il y a la concurrence est là aussi. Et le développement a été fait par certaines entreprises anglaises, plutôt vers l'Inde. Et donc, les expériences, c'est gynéco-digestif et avec une forte poussée de l'industriel de CMR pour aller à la conquête du marché. Voilà. Donc, voilà ce qu'on peut dire de CMR. Et si je ne veux pas rentrer trop dans le détail, ce sera un peu long. Et voilà, autre modèle. Alors CMR, j'ai été très gentiment accueilli à Argenteuil pour essayer donc le premier, le CMR dont je parlais, donc je pourrais en parler après si on veut, juste pour l'essai que j'ai fait. J'ai fait la même chose à Milan pour celui-là qui est le robot de Transenterix qui s'appelle Senance Surgical System et qui lui c'est 4 bras séparés bien entendu, 3 ou 4 bras de la même façon. C'est du DaVinci-like avec une console séparée, une colonne vidéo. Alors il a des particularités celui-là. Et parce qu'il était très bien vendu, entre guillemets, dans le concept. C'est-à-dire qu'il y avait un retour de force, ce qu'on appelle le haptic biofeedback ou le haptic feedback. C'est-à-dire que normalement, si vous prenez quelque chose, vous tirez, vous sentez que ça résiste. Moi, j'ai trouvé que c'était un peu un gadget. Quand je l'ai eu en main, j'ai trouvé que ça résistait un peu, mais bon, pas au point de trouver ça forcément très utile. À l'époque, on était toujours pareil dans la 3D avec un écran ouvert, donc ça, c'était bien. Des manettes qui étaient plus proches de la célioscopie que des joysticks ou des instruments du standard de DaVinci, c'est-à-dire les petites loupes autour de l'index ou du pouce. Et donc, au fond, j'avais l'impression que c'était un peu moins élaboré. Voilà. Et puis, vous aviez là des instruments et des trocards de célioscopie. Donc, il y avait moins de consommables propriétaires, je dirais. Et donc, on voyait là des économies. Voilà. Donc, ce système-là n'a pas enthousiasmé beaucoup de monde, semble-t-il. Je n'ai pas les chiffres d'installation s'il y en a vraiment, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai trouvé qu'il était un petit peu en dessous à titre personnel. C'est toujours un peu subjectif, mais par rapport à DaVinci, qui est le standard, l'icône, là, on était quand même en dessous du niveau. Voilà. Même s'il y avait de la petite feedback et un coût moindre et tout ça. Donc, voilà, il y avait une caractéristique particulière, c'est ce qu'on appelle eye tracking, c'est-à-dire effectivement, c'était suivre vos yeux. Vous regardez l'écran où vous voulez aller et la caméra se déplace toute seule. Et j'ai trouvé ça rigolo au départ. Alors, en fait, j'ai trouvé que c'est presque gênant après. Parce que si vous tournez la tête, que vous êtes un petit peu naturellement un peu tonique, vous voyez, et que vous n'avez pas le regard fixe comme une espèce de cobra, effectivement, à ce moment-là, l'appareil, voilà. Bon, je n'ai pas trouvé ça formidable. Donc, le retour de force et le eye tracking n'ont pas beaucoup séduit à titre personnel. C'est forcément subjectif. Medtronic, ça date de la semaine dernière. Medtronic, c'est Hugo. Hugo vient de sortir, marquage CE urologie, il n'y avait aucune photo. Il y a 3 jours, je regardais sur Internet, sur le site de Medtronic, il n'y avait rien. Et ce matin, j'ai regardé et je vous ai sorti cette photo, c'est la première qui sort. Voilà les photos du robot Medtronic, Hugo, il s'appelle. Et vous avez ici le même principe, une console, des bras, etc. Et vous voyez la photo ici en grand. Donc, c'est une belle affiche publicitaire, premières images qu'on voit sur Internet, en tout cas pour ceux qui ne l'avaient pas connu avant, je dirais comme spectateurs privilégiés pour ce que certains l'ont fait. Voilà ce qu'on peut dire. Donc, il est toujours sur le même principe. Avatera, je suis un petit catalogue, mais c'est important, vous allez voir, parce que je suis sûr que vous allez être surpris. Le robot allemand, je ne suis pas sûr que vous saviez qu'il existait. Eh bien, marquage CE récent, ressemble à DaVinci en moins cher et plus mobile. Voilà le résumé. Vous voyez, la différence là, c'est que vous n'avez pas de colonne vidéo. Donc, vous voyez, la colonne vidéo est intégrée dans ce que vous voyez, ce petit module qui est là. Et l'opérateur qui est là regarde plutôt dans un microscope que dans une console ouverte. Voilà. Donc là, c'est un peu le principe binoculaire, un peu comme un microscope. Voilà, un peu plus près, quelques visus que vous avez. Donc là, il a effectivement une vision avec un cockpit installé là et tout le système est ouvert pour lui, mais il n'est pas ouvert pour ses yeux puisqu'il est encore plus enfermé que dans une console de DaVinci.
Il y a un simulateur qui est disponible avec. Il a un encombrement de fait un peu plus réduit. Alors, Dexter, c'est la Suisse. Je vous fais faire le tour d'Europe. Hein. Donc là, vous avez la Suisse à Lausanne. Ça, c'est le robot Dexter. Lui, il n'a que 2 bras. Et vous avez une caméra qui est commandée à la voix, mais qui n'apparaît pas ici. Et donc, il va vous permettre de travailler soit séparément, soit quasiment dans le champ. Avec vous pouvez stériliser, mettre des instruments, des housses qui vont permettre de travailler dans le champ. Et donc, de le brancher finalement à un moment de l'opération, peut-être pas tout le temps. Vous avez celui-là qui est un robot coréen et qui est un vrai DaVinci-like, pareil, approuvé en Corée en 2018. Et puis, qui a aussi son simulateur, sa console. Là, je passe très vite parce qu'on a l'impression que c'est un DaVinci coréen. Voilà. Medicaroid, maintenant, passons au Japon. On voyage un peu plus. Et donc, qu'est-ce qu'on peut voir ici? Medicaroid, regardez à quoi il ressemble. On a l'impression que c'est tous les mêmes. Ils sont tous sur le même modèle. On est dans le multiport, on est dans la console séparée. Et celui-là, quand on regarde la console avec les yeux ici, on a l'impression vraiment que c'est la même chose. Voilà, que DaVinci. Alors la différence ici, on ne connaît pas le prix, on ne connaît pas exactement les caractéristiques pour l'instant. Tout ça est assez récent. Et vous avez les sites Internet sur lesquels vous pouvez suivre les informations. Enfin, pour revenir y a-t-il un concurrent au single port, le DaVinci SP dont on parlait tout à l'heure, un seul orifice? Ça, c'est la single port surgery qui date déjà de un concept qui date un peu de quelques années déjà. Eh bien, le seul que j'ai trouvé, c'est celui-ci, c'est celui de Titan Medical. Titan Medical, c'est une société qui existe toujours et qui a fait le Sport System. Et comme vous allez le voir, ça, c'est la console ouverte. Elle ressemble étrangement quand même au DaVinci SP. Je pense qu'effectivement, il y a des personnes qui sont des transfuges d'une société ou qui vont vers l'autre. On a l'impression que c'est la même chose. La caméra télescopique orientable en une vision en binoculaire et vous avez des instruments qui sont liés. Voilà ce qu'on peut dire. Celui-là, il n'est pas disponible, il n'y a aucune information. J'ai cherché en vain s'il se passait quelque chose et en fait, on a l'impression que tout ça ne bouge pas depuis plusieurs années. Voilà. Et puis, le dernier. Alors, le dernier, c'est le secret. Et il va faire le joint avec ce que je vais vous dire après, l'intelligence artificielle et Big Data. C'est effectivement un robot qui résulte de l'union de Johnson & Johnson et Google, qui s'appelle Verb Surgical. Et Verb Surgical, il a vocation à faire ce que fait un robot, mais y associer de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire de l'acquisition de données de procédures qui ont été faites avant, de vous faire une analyse de ce que vous faites, d'intégrer tout ça et de vous faire vraiment d'avoir un copilote avec vous qui vous dit tu vas trop à droite, c'est dangereux, attention à l'artère, d'habitude tu fais pas ça, pourquoi tu fais ça, ceux qui font ça ont toujours des fuites, des fissures anastomotiques, là il faut que tu ailles te reformer, etc., etc. On y arrive avec la suite. Donc celui-là, pas d'information. Verb Surgical, pareil, ça existe toujours parce qu'en fait, on a l'impression que ça nous fait rêver un petit peu. Mais en fait, ça existe. Donc ça va venir. Ils ont annoncé tout à l'heure, pas plus tard que tout à l'heure, à midi, j'ai reçu l'information qu'ils allaient 2 ans de décalage. Voilà, je vois que nous sommes plusieurs à suivre l'actualité sur le sujet. Bien. Alors maintenant, la question, on a parlé des robots, certains sont déjà en utilisation, d'autres vont arriver, certains ont eu le marquage, d'autres non. On va les voir arriver, ça offre une diversité de propositions, même si dans leur principe, avec des différences sur la console, un coup elle est ouverte, un coup elle est fermée, les instruments un peu différents, l'ergonomie un peu différente, mais globalement on est dans le même principe. Maintenant, c'est qu'est-ce qui va se passer avec l'écosystème dont on nous parle tant et qui a déjà été testé? C'est quoi l'écosystème? C'est qu'au centre d'un robot, comme vous le voyez ici, vous avez l'intelligence artificielle, la fameuse IA dont on parle pour tout, et l'imagerie, c'est-à-dire la réalité augmentée, c'est-à-dire en quoi l'image va venir changer la pratique et étendre les capacités de cette approche robotique de la chirurgie. Alors, qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle? C'est le premier sujet. C'est effectivement le machine learning. C'est ce qu'on appelle le machine learning. Quand vous rentrez dans ce domaine-là, il faut vous familiariser, prendre quelques définitions que vous écrivez vous-même, si je puis me permettre, parce que c'est un vocabulaire assez spécialisé, ceux qui travaillent là-dedans. Mais en fait, le machine learning, c'est comme le deep learning. Ce sont des choses qui reviennent assez vite et on a compris ce que c'est. Le machine learning, c'est que plus vous faites, plus c'est enregistré, plus c'est analysé et plus on vous ressort ce qui ressort, c'est-à-dire des corrélations entre ce que vous faites et ce que ça donne. Et donc, comment c'est utilisé? Aujourd'hui, c'est utilisé pour l'apprentissage des techniques. Ça vous permet de vous tester votre habileté. Vous êtes chirurgien, on observe tout, on enregistre tout ce que vous faites, et à la fin, on vous dit, effectivement, avec ces algorithmes d'analyse de mouvement, que selon comment vous faites, comme ci ou comme ça, eh bien, on peut effectivement déterminer les résultats ou la qualité de ce que vous faites, votre niveau d'expertise. Voilà. Compensation de l'absence de retour de force, j'en parle pas là-dessus, je ne suis pas expert là-dessus. Prédiction du temps opératoire, prédiction des suites opératoires, même de la durée de sondage, prédiction des résultats de la prostatectomie sur la continence, c'est-à-dire que vous prenez cette analyse multiparamétrique uniquement à partir des données de l'image de ce que vous faites, plus les données du patient, on vous donne le résultat. Voilà.
Donc ça, c'est très récent, en 2018, 2019. Vous voyez, je vous parle de choses qui sont très récentes et qui sont en plein développement. Et puis, vous avez ensuite, ça c'était pour apprendre les techniques, c'est-à-dire pour vous améliorer. Puis, il y a aussi la confirmation des chirurgiens au cours de leur cursus pour voir s'ils font bien, etc. Et puis, des applications pour la chirurgie robotique autonome. Je serai assez bref là-dessus, c'est-à-dire le robot qui opère tout seul, on n'y est pas. Et j'en dirai un mot tout à l'heure. Très rapidement, la téléprésence, ça c'est ce que vous faites. La téléprésence, c'est que le robot est à distance de celui qui le commente ou qui opère. Et donc, ça, vous savez, c'est effectivement la prolongation de l'opération Lindbergh en 2001, où on opère à distance. Et puis, effectivement, la question, c'est est-ce que cette téléprésence est utilisée? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut opérer à distance et est-ce qu'on le fait? Et bien voilà. Vous avez différents éléments, vous voyez, qui ont été revus dans une revue récente en 2020. La chirurgie en live, c'est du courant. Voilà, vous avez entre le site à distance et le site de présence, vous avez la vidéo et l'audio qui communiquent, la vidéo dans un sens et l'audio, on commente l'intervention et on reçoit des questions de l'assemblée. Et puis vous voyez ici, on décline en télétraining, en télémentoring, en téléassistance et enfin en téléchirurgie. Mais ça, c'est limité et il y a très peu de choses, c'est-à-dire que la téléchirurgie, ça veut dire qu'il faut que vous ayez des moyens de communication extrêmement puissants pour que vous puissiez en temps réel opérer d'un endroit à un autre, ce qui aujourd'hui ne se fait pas. Ça s'est fait en 2001 avec Maresco, mais en vrai, c'était un triomphe des communications de l'époque. Ce n'était pas forcément un triomphe de l'appareil lui-même. Mais c'est toujours le cas et la communication, même si elle s'améliore, est évident, nécessitera d'être encore améliorée pour pouvoir passer à ça, si ça a un intérêt. Et ça a sûrement un intérêt en termes d'assistance, mais il faut être sûr qu'il y ait des bonnes communications parce qu'on est devant un malade et une intervention sous anesthésie. Et puis enfin, la réalité augmentée, deuxième élément de l'écosystème. Eh bien ça, c'est des belles images que vous connaissez tous. Vous avez ici une néphrectomie avec une tumeur. Vous avez ici un calque, en quelque sorte, qui vient de l'acquisition préopératoire à partir d'un scanner. On prend le scanner, on le modélise en 3D avec un logiciel, on l'importe dans la machine et on le calque en préopératoire sur les images vidéo en live. Ce qui veut dire que vous avez quelque chose qui vous convertit votre image fixe du scanner en intervention en live avec le pneumopéritoire, avec le mouvement du patient, respiration, battement du cœur, avec les instruments qui poussent le rein, qui dissèquent, etc., pour tourner le rein, etc. Donc tout ça, ça doit suivre et être coordonné. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une synchronisation parfaite, une fusion entre le modèle d'acquisition d'images préopératoires et la réalité. Et la complexité est là, et c'est pour ça qu'on n'y est pas encore en définitive pour le quotidien. Néanmoins, vous voyez, les études sortent. Les Italiens, là-dessus, ont bien travaillé à la fois sur la néphrectomie partielle et à la fois sur la prostatectomie pour dire, effectivement, les premières études qui apparaissent où, effectivement, ils comparent l'intérêt de cette réalité augmentée par rapport aux résultats opératoires. Alors, quand il s'agit de néphrectomie partielle, c'est combien de fois on a eu des marches positives, combien de fois on a clampé le rein pour faire l'exérèse de la tumeur, combien de fois on a eu d'ouverture de la voie extractrice qu'on ne voulait pas, combien de fois et comment on a réparé une fois qu'on a enlevé la tumeur. Eh bien, tout ça, c'est pour montrer qu'il y avait un bénéfice dans cette étude-là, mais qui n'est pas une étude qui est une étude cas témoin, ce n'est pas une étude prospective randomisée, où on fait avec ou sans réalité augmentée sur une même population de patients. Non, on est dans quelque chose qui est le début de l'histoire, on l'évalue et l'opérateur ou l'équipe dit c'est mieux, on y trouve un bénéfice dans notre expérience. Mais c'est des équipes très expérimentées là. Alors, je ne vous cache pas, et c'est vrai pour la prostatectomie qui est le deuxième élément, pareil, même équipe schématiquement, qui vient de sortir, c'est qu'effectivement, quand on fait la prostatectomie, eh bien, on peut faire la prostatectomie, on ne voit pas la tumeur comme vous savez quand on fait une prostatectomie, donc on regarde bien l'IRM, puisque l'IRM montre souvent l'essentiel de la tumeur, et quand il s'agit de conserver les nerfs d'érection, par exemple, si la tumeur est trop près des bords de la prostate, évidemment, on ne va pas conserver. Et donc, l'idée, c'est que on voit une image aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On regarde l'IRM et on dit pendant l'intervention, j'ai vu que c'était à droite, près de l'apex, juste en arrière, et là je fais attention et je passe au large. Sauf que là, vous l'avez en temps réel, c'est ça l'idée. Et donc, vous voyez, ça commence à apparaître, c'est-à-dire que vous avez votre image avec la tumeur et les pellicules neurovasculaires, et vous, quand vous basculez, vous tournez la prostate, vous voyez, c'est un guide péropératoire pour éviter les ennuis. Voilà. Les résultats préliminaires, ils sont très très faibles, c'est que dans un tiers des cas, en péropératoire, la stratégie était modifiée. Donc, ça veut dire que l'apport de la réalité augmentée ici a changé la stratégie chirurgicale en mieux. Vous avez une revue ici des études cliniques qui sont peu nombreuses sur la réalité augmentée. En fait, c'est très spectaculaire, vous voyez, quand on voit des images comme ça. Mais c'est très complexe parce que ce que je ne vous dis pas, c'est que dans la salle d'opération, alors déjà, je ne vous dis pas, vous avez fait le scanner ou l'IRM. Ensuite, il faut modéliser l'image, la transformer par le logiciel. Ensuite, si vous arrivez à la salle d'opération, il faut l'importer dans la machine. Ensuite, vous avez un technicien avec vous dans la salle qui recale en permanence, manuellement, l'image sur l'organe. Parce
que ce n'est pas parfait, il faut vérifier que c'est bien. C'est quand même très time consuming, c'est un peu compliqué à mon avis pour l'instant, mais c'est une voie d'avenir à 100%. On voit bien que ça va s'améliorer. Mais là, évidemment, il faut que la technologie suive. Alors les robots autonomes, j'arrive à la fin, les robots autonomes, est-ce que c'est l'avenir? Il n'y a pas de robot aujourd'hui pour réaliser la totalité d'une intervention urologique, hein, ça n'existe pas. Et pourtant, on fait déjà de l'autonomie robotique dans notre métier. Ceux qui connaissent les ultrasons focalisés de haute intensité, ils savent que quand on a fait le repérage, l'idée c'est de bombarder avec des IFU par voie rectale une zone cancéreuse dans la prostate. Et donc, en fait, on fait un repérage échographique. Et une fois qu'on a fait son repérage, ou avec l'IRM, une fois qu'on a fait ce repérage, eh bien, on appuie sur un bouton, l'échographe de repérage s'en va, et c'est le générateur de chaud qui prend le relais et qui va se focaliser sur la lésion qui a été repérée. Et là, vous appuyez sur le bouton et ça se fait devant vous. Et vous regardez, vous supervisez juste que ça se passe. Donc, on le fait déjà. Et puis, vous avez les traitements qui sortent. Alors, ça, je dirais que c'est un peu les traitements dits de rupture, pour moi, qui n'étaient pas visibles il y a 5 ans, et qui apparaissent maintenant, c'est l'aquablation. C'est juste une illustration que le robot, là, il est vraiment robotisé, parce que l'abus de langage du robot Da Vinci, c'est un télémanipulateur, ce n'est pas un robot. Et donc, là, on est dans la vraie robotique, c'est-à-dire qu'on a défini une tâche et elle est faite automatiquement. Voilà, l'aquablation, c'est ça, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Vous avez ici un endoscope qui est mis dans l'urètre. Vous avez la prostate ici en coupe sagittale. Vous avez la prostate qui est contourée en vert ici. Donc, vous avez votre patient, il faut enlever l'adénome de la prostate. Vous lui mettez l'endoscope dans l'urètre. Vous faites l'échographie endorectale en même temps. Vous repérez la zone à repérer. Vous la contourez. C'est le planning chirurgical. Et puis, une fois que c'est fait, votre endoscope, vous le laissez dedans et sans rien voir. Vous avez un jet d'eau qui part de bas de l'endoscope à l'extrémité et qui balaye comme ça. C'est une espèce de water jet, c'est un gros Karcher, hein, qui va balayer tout l'adénome comme ça et il fait le vide. Devant vous. Durée moins de 20 minutes. Moins de 20 minutes, c'est très court. Et donc, si vous voulez, vous avez une cavité. Alors, au début, on disait ça saigne plus qu'une résection, en fait. Hein. Donc, il fallait faire l'hémostase et tout. Donc, on a dit le progrès est un peu mitigé, là, puisqu'on remettait des sondes double courant, vous voyez, alors que les lasers nous avaient permis d'éviter ça. Mais en fait, maintenant, la technologie, quand même, prend sa place. Alors, pourquoi elle prend sa place? Ça fait un peu... Bon, on n'avait jamais vu ça avant. Parce que ça réduit le temps de traitement pour tout le monde, même les très grosses prostates. Puisque là, une fois que vous avez repéré, fait votre contour, vous appuyez sur le bouton et vous regardez. D'autre part, c'est reproductible. Et l'aspect commercial ou l'argument de vente, entre guillemets, de l'appareil, c'est qu'en fait, vous n'avez plus d'apprentissage. Apprendre une résistance endoscopique, un certain nombre d'entre vous ont appris ça dans la salle, et c'est très long. Et donc là, vous n'avez plus ce problème. Vous faites du contourage, expert du contourage, vous mettez l'appareil, terminé. Temps de salle opératoire réduit, reproductibilité, tout le monde peut le faire. Voilà, il faut toujours un chirurgien, mais c'est juste pour superviser. Puis pour faire l'hémostase, les cas où ça saigne un peu quand même. Hein. Voilà, et là, il faut mettre un endoscope et fait coaguler quand même, ça arrive, hein, dans toutes les séries, même si, voilà. La conclusion de tout cela, c'est que l'avenir de la robotique et la science chirurgicale, il est devant nous, en effet, et que ce que nous avons vu de spectaculaire au cours des 20 ans, et qui est rentré, devenu un standard, est devenu maintenant quelque chose qui va se prolonger par l'écosystème dans lequel on est à travers les outils périphériques. Les prochains robots, on l'a vu, hein, c'est franchement de la photocopie pratiquement du modèle existant au départ. Et puis, ce qu'on voit effectivement, c'est que la chirurgie robotisée autonome, au sens de faire une prostatectomie autonomisée, on n'y est pas encore, même si ça existe pour certaines étapes de l'intervention. Donc, je pense qu'on aura la possibilité de brancher à un moment un robot qui va faire une partie. Et donc, on se prend à se dire que peut-être l'anastomose entre la vessie et l'urètre après prostatectomie va être faite, peut-être automatisée. Vous savez, et donc, du coup, on pourra, en mettant dans certaines situations, peut-être faire ça avec une bonne régularité, je ne sais pas. Et puis, pour finir, c'est que l'avenir reste bien difficile à prévoir, comme vous savez. Et que ce que j'ai dit aujourd'hui, c'est vraisemblable, par contre, parce que je n'ai pas voulu me projeter dans le futur. J'avais fait un topo il y a 10 ans, l'avenir. Alors, j'avais pris des nanorobots et tout ça, des trucs, forcément, vous trompez, ça ne sert à rien de faire ça, mais bon. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. C'est très intéressant et plein de projets pour l'avenir. Qui a une question? Une remarque? Quelque chose à dire? Oui, oui. Jocelyne en visio, éventuellement. J'avais levé la main, mais... En visio? Comment? Madame Trocaz. Bonjour, Jocelyne. Les roboticiens ont tendu une oreille attentive à cette présentation et aux autres. Eh bien, merci beaucoup. En fait, je voulais juste éventuellement ajouter un petit éclairage là, sur les aspects d'IA que vous mentionniez.
Effectivement, il y a beaucoup de travaux à l'heure actuelle qui ont pour but en fait, d'apprendre ce qu'est une bonne chirurgie, entre guillemets, alors un peu spécialité par spécialité et sous-geste par sous-geste. Et effectivement, il y a des méthodes avec des réseaux de neurones qui permettent de faire des choses déjà impressionnantes. Alors, quand même, une des grosses difficultés auxquelles les gens ont à faire face quand ils développent ce genre de système, c'est d'avoir des bases de données d'apprentissage, parce qu'il ne suffit pas juste d'avoir des vidéos d'endoscopie et d'entraîner un réseau de neurones. Pour pouvoir l'entraîner, il faut annoter les images, il faut, par exemple, contourer toutes les structures anatomiques pour montrer que là, on a un bout d'urètre, là, on a un bout de prostate, là, on a un bout de je ne sais pas quoi. Et il faut segmenter aussi toute l'activité du chirurgien en sous-étapes pour que, en fait, qu'on ait un modèle de la chirurgie, alors très spécialisé, hein, évidemment, pour un type de chirurgie, voire même des fois une école particulière pour un type de chirurgie. Et c'est seulement à cette condition qu'en montrant des séquences comme ça de chirurgie type, on peut apprendre à en reconnaître une nouvelle et à éventuellement mettre des informations de contexte et d'aide aux chirurgiens. Donc, en fait, il y a des choses qui existent. Souvent, elles sont entraînées sur des faibles nombres de données, parce que, comme je l'ai dit, il faut avoir accès aux données et tout le travail qui va avec. Et souvent, quand même, ces méthodes sont mises en défaut quand vous leur montrez une autre vidéo d'un autre centre qui a été prise dans d'autres conditions. Donc, c'est ce qu'on appelle un peu les capacités de généralisation d'un réseau de neurones. C'est qu'il soit capable non seulement d'avoir appris avec des choses très types et ce qui ressemble, mais qu'il puisse être efficace dans des choses qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc voilà, il y a des choses qui existent, qui sont tout à fait prometteuses et je pense que c'est vraiment quelque chose de hyper important pour la formation, pour mettre de l'aide contextuelle et des choses comme ça, ou pour avoir des pronostics de la qualité d'un geste. Mais on est quand même très loin d'avoir un machin qui est utilisable en clinique de manière un petit peu facile et qui ait un taux de succès suffisant pour être utilisé. Donc voilà, c'était juste une petite précision peut-être. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je te passe la parole, Jean-Claude. Je suis fasciné par les possibilités d'accumulation de données pour un opérateur donné par l'intelligence artificielle. Toute ma vie, j'ai été préoccupé par la technicité, la perfection du geste. Et là, si chacun peut avoir ses autocorrections au fur et à mesure de ses progrès et de son expérience, je trouve ça magnifique. Jean-Claude ? Je voulais dire juste deux choses. La première, c'est qu'on voit l'évolution du robot type Da Vinci, et je pense on est en train d'atteindre la perfection pour la chirurgie d'avant. C'est un peu ça le véritable problème. C'est-à-dire qu'on peut avancer un peu, avoir un peu plus de perfectionnement, etc. Mais ce robot, il nous entraîne, enfin, il nous emmène, il ne nous fait pas dépasser la chirurgie d'avant en apportant, bien sûr, les images, comme tu l'as dit, etc. Mais on reste dans ce domaine-là et on voit quand même poindre une robotique, je veux dire, tu en as montré, mais énorme, qui fait que les traitements mini-invasifs vont énormément se développer, je veux dire, et la part de la chirurgie, vraisemblablement, va diminuer. Donc on voit ces robots, ça c'est la première chose. Et la deuxième, c'est, moi je crois quand même qu'il y a ces outils, hein, ils sont différents, mais il y a quand même deux grandes catégories qui sont en train de se produire. C'est le système en console fermée et un système ouvert. Et les systèmes ouverts, je veux dire, dans un premier temps, c'est la chirurgie qui s'est adaptée à une culture technologique. Et dans un deuxième temps, on le voit en arrivant par ces nouveaux robots, y compris une grande simplification avec Dexter, c'est des outils qui viennent à la disposition des chirurgiens et de la culture chirurgicale habituelle. Dans pour le CMR, je parle de celui-là, mais parce que je le connais un peu, mais l'idée du choix, c'est aussi qu'on est dans une culture quasiment célioscopique. On n'a pas de docking, on a les mêmes ports, on a une place très très importante autour du patient
Et quand les gens débutent leur expérience, ils se retrouvent en quelques jours dans une ambiance de bloc chirurgical tout à fait standard, etc. Alors, ça n'a pas sûrement un appareil qui n'a pas la précision et l'efficacité à 100% de ce que fait Da Vinci actuellement, mais c'est une très grande utilité. Et ce qu'on a choisi, nous, c'est d'en prendre deux, pour une raison simple, c'est que le Da Vinci nous a obligés à choisir les interventions qu'on faisait en robotique. Je veux dire, parce qu'il y a le prix de l'intervention, on le réserve aux interventions de cancer, etc. Et là, on a un outil qui peut être hybride, parce que par exemple, en thoracique, on fait beaucoup de thoracique là, avec en ce moment. Je veux dire, on peut commencer une intervention en célioscopie, on met ces instruments comme d'habitude, on fait le prélèvement, on fait un wedge et on s'aperçoit que c'est positif. Il faut faire une lobectomie, il faut 5 minutes, on a les mêmes trous, la même position, etc. pour faire l'intervention. Donc, je n'en fais pas l'article, je dis que c'est différent. On a des choses qui sont complètement différentes. Et quand on arrive avec des instruments qui sont plus petits, je veux dire le 5 mm, etc., qu'est-ce qu'il faut faire en thoracique? Ce n'est pas 1, 2, 3 trous, il faut passer en dehors du thorax pour avoir une bonne intervention. Il faut faire des voies sous-costales, des voies sous-xiphoïdiennes. Quand vous avez des bras comme ceux des Da Vinci-like, c'est ceux-là, les Da Vinci-like, hein, le japonais, etc., mettre les bras du robot dans un uniportal sous-xiphoïdien, faut essayer. Hein, je crois que c'est très très difficile. Alors qu'avec ces bras qui sont petits, on travaille immédiatement, on fait les thymectomies par voie, on passe plus par le thorax, on n'a plus les problèmes sur le thorax. Donc je pense que ça a des avantages. Et pour l'ORL, la voie transorale, alors là c'est bien parce que comme c'est petit, que l'appareil ne prend pas de place, le chirurgien peut venir en place véritablement. Voilà. Le Medtronic qui fonctionne et que nous on connaissait depuis plus longtemps est un petit peu plus gros comme matériel, mais il est dans le même esprit. Et je pense que quand on voit Dexter et d'autres qui vont arriver, je veux dire, on va dans cette piste-là. Donc je pense qu'il y aura des grosses machines pour faire un certain nombre de choses, des machines pour faire de la chirurgie. Si on en a deux, on peut faire du bénin, etc. On peut faire le switch, hein, c'est ça qui est intéressant, mais en restant dans la culture célioscopique, sans avoir de rupture célioscopique. Je pense que ça, c'est intéressant. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup. L'ophtalmologie s'intéresse à la chirurgie robotique. Oui, bien sûr, merci beaucoup. Alors, j'ai une question à poser qui reprend un peu ce qu'a évoqué tout à l'heure Jocelyne Trocaz sur les données nécessaires pour l'évolution des différentes technologies. Alors, j'ai pu constater qu'il y avait une multitude maintenant de robots qui se développent à travers le monde. Donc, la concurrence est par définition nécessaire pour l'évolution des techniques, même si le Da Vinci a pris beaucoup d'avance. Mais je pense qu'il y a, comme dans tous les domaines, il va y avoir une concurrence qui va en même temps faire améliorer Da Vinci et les autres aussi. On ne sait pas quel sera l'avenir. Alors, ma question concerne le recueil des données, puisque Jocelyne Trocaz a évoqué tout à l'heure le fait que pour s'améliorer, les technologies ont besoin d'un recueil de données de plus en plus important. Alors, ces données qui sont recueillies, qui les fournit? Première question. Et deuxième question, c'est est-ce que ces données sont universelles? C'est-à-dire que l'amélioration des datas qui arrivent, ce recueil d'informations, est-il disponible pour l'ensemble des fabricants de robots ou est-il spécifiquement réservé à une industrie particulière qui va recueillir des données pour le développer? Est-ce que c'est en fait une sorte de, pas secret, mais une sorte de blocage des informations pour telle ou telle industrie? Alors, je n'ai pas vraiment véritablement la réponse. Ce qui est sûr, c'est que les bases de données, pour l'instant, on est dans l'enfance, là. On est dans l'enfance, c'est-à-dire qu'effectivement, les bases de données, c'est une donnée toujours très sensible. Ce qui est important, effectivement, c'est d'avoir des éléments. Et aujourd'hui, les éléments que l'on a concernent beaucoup, et ça a été aussi dit par Jocelyne Trocaz, l'enseignement, c'est-à-dire l'amélioration des performances. Donc, pour l'instant, les performances ne sont pas mises à la disposition de tout le monde, tout simplement parce que personne n'en demandait jusque-là. Les gens travaillent, on est à un stade beaucoup plus préclinique, très en amont pour l'instant. Donc, je pense que la question va se poser, par contre. C'est-à-dire, effectivement, c'est le recueil c'est la big data typique. Et donc, on a ça pour tous les domaines. Et d'ailleurs, vous l'avez vu, la médecine de précision, c'est ça. Et ce dont on va vous parler de Vicus Note, c'est ça aussi. C'est-à-dire, effectivement, c'est comment on arrive à singulariser quelqu'un en fonction des données qu'il caractérise. Et donc, on est là-dedans. Mais je n'ai pas une réponse précise aujourd'hui. Je pense que c'est trop tôt. Est-ce que je peux rajouter quelque chose? Bien sûr.
Oui, donc effectivement, cette question des données, hein, elle est vraiment cruciale. Et alors, dans notre cas, par exemple, on travaille beaucoup avec le CHU de Grenoble. Et effectivement, pour recueillir des données, on a besoin de tout un tas d'autorisations, hein, puisqu'on ne peut pas sortir des données de l'hôpital comme ça. Déjà, rien qu'en tant qu'universitaire, mais pour les entreprises, c'est pareil que pour nous, d'ailleurs. Et en fait, en France, quand même, il y a une initiative qui s'appelle le Health Data Hub, où l'idée, c'est d'avoir des entrepôts de données qui soient sécurisés avec des conditions d'accès où les centres cliniques puissent déposer des données qui soient à la disposition d'utilisateurs pour des questions de recherche. Donc, c'est des choses qui sont quand même vraiment en cours de mise en route au niveau français. Alors, je ne suis vraiment pas une spécialiste des choses, mais c'est pour mettre un cadre formel à tout ça, puisque évidemment, tous les aspects de sécurité et de confidentialité sont cruciaux. Donc voilà, il y a des choses qui sont en cours pour que les gens puissent à la fois déposer données et que l'accès puisse être permis dans certaines conditions, mais avec de la garantie de sécurité, de confidentialité, des choses comme ça. Oui, Hubert Joannet. Oui, en fait, Madame Trocaz, lorsque nous avions conçu le rapport sur la robotisation en chirurgie, nous avait bien expliqué qu'il y avait d'un côté, et ça a été dit, les télémanipulateurs, c'est ce dont on parle quand on dit vulgairement robot, mais que la robotique, c'était encore un autre niveau avec l'ambition que un agent, quel qu'il soit, puisse faire un geste thérapeutique de façon autonome. Et votre réflexion sur les données, elle est, je crois, effectivement très intéressante parce que nous savons tous que dans nos spécialités chirurgicales, il y a des opérations qui sont réglées et d'autres qui sont beaucoup moins réglées. C'est-à-dire qu'il y a des organes qui sont assez systématiques, des repères anatomiques assez systématiques, des voies d'apport qui sont assez réglées, où un temps succède à un autre, etc. Il y a certaines interventions où ce n'est pas le cas. C'est moins le cas. Et probablement l'accumulation de ces données très nombreuses et très complexes va peut-être permettre d'avancer sur ce type d'interventions qui sont déjà pour nous assez réglées, parce que ça permettra d'avancer plus vite que sur des interventions moins réglées. Je donne par exemple un exemple. Lorsqu'on fait une chirurgie d'obésité type bypass, c'est un temps, puis un temps, puis un temps, puis un temps. C'est très réglé. Lorsqu'on enlève un cancer du côlon gauche, c'est beaucoup plus complexe. Parce que le cancer n'est jamais au même endroit, parce que la vascularisation n'est pas la même, parce que, etc. Et donc, il y a probablement des interventions qui vont bénéficier d'actes comme ça, qui vont permettre une avancée dans la robotisation et la substitution de la machine par le chirurgien, pas l'inverse plutôt, le chirurgien par la machine. Parce que c'est ça votre objectif et je le comprends, je le conçois. Merci Hubert. Autre remarque? Bon, on remercie beaucoup Georges-Henri Fournier de son très bel exposé. Il a été obligé de nous quitter pour ne pas rater son avion.